Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. On va parler à propos d'un sujet qui est très fréquent dans la pratique courante du médecin MPR. Il s'agit du ligamentoplastie du LCA. On va voir ainsi le rôle du médecin MPR dans la prise en charge et l'optimisation des résultats. Donc, on va tout d'abord commencer par un rappel anatomique et biomécanique. Donc, l'articulation de genou est divisée en trois compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment fémoro-patellaire. Je m'excuse pour la faute d'orthographe qui est ici. Donc, l'articulation fémoro-patellaire qui unit principalement la trochlée fémorale avec la patella. Donc, c'est une articulation qui joue un rôle très important dans l'appareil extenseur du genou, car il permet le glissement de la rotule à travers la trochlée lors de l'activation du muscle quadricipital. Après, on parlera aussi sur le compartiment fémoro-tibial médial, qui est décrit comme étant un compartiment de stabilité. Pourquoi il est décrit comme un compartiment de stabilité? Parce que les structures passives, ils sont très adhérents les uns par rapport à l'autre. On parlera plus spécifiquement sur le ligament collatéral médial. Donc, le ligament collatéral médial, principalement, il possède deux faisceaux. Un faisceau superficiel qui est libre, alors qu'un faisceau profond qui est fixé au ménisque médial. Alors que, en ce qui concerne le compartiment fémoro-tibial latéral, c'est un compartiment qui est dit compartiment de mobilité. Pourquoi? Parce que les structures passives sont peu adhérentes. On peut ici bien individualiser le ligament collatéral latéral qui est libre et qui n'est pas lié à aucune structure. Concernant le ligament croisé antérieur, donc c'est un ligament qui décrit principalement un trajet qui est oblique en haut, en arrière ainsi qu'en dehors. Donc il prend le départ de la surface préspinale en avant de plateau tibial. Donc il passera au niveau de l'échancrure intercondylaire et ce passage-là, il est très très important, surtout chez les femmes, parce que les femmes possèdent une échancrure qui est très étroite et donc la rupture du LCA, il est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Donc ceci est un seul facteur. Il existe plusieurs facteurs. Donc, la terminaison, il se termine au niveau de la face postérieure interne du condyle latéral. Donc, on individualise deux faisceaux, un faisceau antéromédial ainsi qu'un faisceau postérolatéral. Donc, ces deux faisceaux, la tension est différente en fonction de la course angulaire de genou. Donc, par exemple, en ce qui concerne le faisceau postérolatéral, donc la tension elle est maximale lors de la flexion maximale et lors de l'extension maximale, c'est-à-dire en hyperflexion ainsi qu'en hyperextension. Par contre, en ce qui concerne le faisceau antéromédial, c'est un faisceau qui est isométrique. Il garde la tension presque dans toute l'angle de flexion du genou. En ce qui concerne le rôle de ligament croisé antérieur, donc il possède principalement trois rôles. Un rôle principal, c'est le contrôle de la translation. Je m'excuse. Le rôle principal, c'est le contrôle de la translation antérieure du tibia. Donc, il est considéré comme un frein primaire de la translation antérieure du tibia. Il prend en charge environ 85% des contraintes du tiroir antérieur. Les 15%, ils sont assurés par les structures latérales, notamment les ménisques, les ligaments collatéraux. Donc, on peut ici voir ce vidéo. Donc voilà, donc la translation antérieure du tibia, c'est le passage du tibia en avant. Donc le passage du tibia en avant, il est bloqué par l'action de ligament croisé antérieur.
Donc, les rôles accessoires du ligament croisé antérieur. Donc, premièrement, c'est un rôle du contrôle du centre rotatoire, notamment sur l'image A ici, on a un ligament croisé antérieur qui est intact. Donc, le centre rotatoire du genou, il est dans ce cas-là au centre des plateaux tibiales. Alors qu'en cas de rupture de ligament croisé antérieur, on remarquera une translation du centre rotatoire du genou sur le compartiment médial. Donc, le ligament croisé antérieur, principalement par son faisceau postérolatéral, il participe à la contrôle rotatoire du genou. Un autre rôle, c'est le contrôle de récurvatum, aussi par le faisceau postérolatéral. Donc, on a dit que lors d'une hyperextension, le faisceau postérolatéral, il subit son maximum de tension, donc il participe à le contrôle de récurvatum, bien sûr, avec le ligament croisé postérieur. Et ceci explique que parfois, lors d'un mécanisme de hyperextension qui est forcé, on peut avoir une rupture de ligament croisé antérieur et on va voir ce mécanisme par la suite. Donc, en ce qui concerne les muscles, on divise les muscles qui se terminent de part et d'autre de genou en deux groupes. Donc, en fonction de leur rôle par rapport au ligament croisé antérieur, on décrit des muscles agonistes dont leur rôle soutient le rôle du ligament croisé antérieur, ainsi que des muscles antagonistes dont leur rôle il oppose au rôle du ligament croisé antérieur. Donc, en ce qui concerne les muscles agonistes, on parle premièrement des muscles qui sont dits les ischio-jambiers, notamment le semi-tendineux, le semi-membraneux ainsi que le biceps crural. Donc, ces muscles-là, ils vont entraîner une flexion de genou avec une translation postérieure de tibia. Et donc, c'est ça le rôle de ligament croisé antérieur, c'est qu'il s'oppose à la translation antérieure de tibia. Donc, c'est pour cela qu'il est recommandé dans les protocoles de prévention primaire de la rupture du ligament croisé antérieur, il est recommandé de renforcer les ischio-jambiers. Ainsi, après une ligamentoplastie, il est recommandé de commencer un renforcement tôt des muscles ischio-jambiers. Concernant le muscle solaire, c'est un muscle qui s'insère sur la face postérieure du tibia. Donc la contraction, qu'est-ce qu'il va induire? Il va induire aussi une translation postérieure du tibia. Donc l'action du muscle solaire, il soutient l'action de ligament croisé antérieur. Concernant le muscle antagoniste, le muscle quadriceps, c'est un muscle qui va entraîner une extension de genou. Donc qui dit extension de genou dit que le tendon quadricepital, il va tirer en haut la rotule. La rotule, via le tendon rotulien, il va tirer la tibia en avant. Et donc, ceci va entraîner une translation tibiale antérieure. Donc parfois une contraction brusque du quadriceps, surtout chez les femmes, peuvent entraîner une rupture de ligament croisé antérieur, surtout si un déficit des muscles ischio-jambiers est associé. Concernant les muscles gastrocnémiens, ce sont des muscles qui se terminent au-dessus des condyles fémorales. Donc ils vont entraîner une translation postérieure du fémur. Donc qui dit une translation postérieure du fémur, c'est-à-dire qu'un fémur qui recule en arrière alors qu'une tibia qui avance en avant. Donc ils vont mettre leur contraction va mettre en tension le ligament croisé antérieur. C'est pour ça dans la rééducation post-ligamentoplastie, il y en a des recommandations concernant le travail des muscles gastrocnémiens. Donc, en ce qui concerne la neurophysiologie, donc, il faut savoir que le ligament croisé antérieur participe à la stabilité du genou par deux rôles. Un rôle mécanique, c'est le rôle de contrôle de translation antérieure des tibias. Deuxième rôle, c'est un rôle informationnel.
Donc on peut voir ici sur le tableau que le ligament croisé antérieur, c'est un ligament qui est très 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 énervé par quatre types de récepteurs qui sont principalement des mécanorécepteurs ainsi que des récepteurs qui sont proprioceptifs. Et leur rôle, il est informationnel. Donc juste, il faut savoir aussi autre chose, c'est que après par exemple la ligamentoplastie de SCA, le transplant qu'on a choisi, il va avoir une cascade de modifications histologiques et biochimiques pour que après presque 3 ans, ce transplant il aura les mêmes caractères à la fois histologiques et biochimiques de ligaments croisés antérieurs, mais la seule différence restera ça. Le transplant, il n'est pas énervé, il ne remplacera jamais le rôle informationnel du ligament croisé antérieur. Donc, on a dit qu'il est très riche par les récepteurs proprioceptifs qui vont intervenir une contraction musculaire par deux mécanismes. On va voir par la suite ces deux mécanismes, le feedback ou bien le rétrocontrôle, et le feed forward ou bien ce qu'on appelle par le phénomène d'anticipation. Donc, concernant le feedback ou bien le rétrocontrôle, le LCA, il capte l'information sur le positionnement du corps, il transmet l'information au niveau de la moelle épinière, et la moelle épinière, il va envoyer un signal pour les muscles ischio-jambiers qui vont se contracter. Et comme cela, et de cette façon, on aura une stabilité du genou. En ce qui concerne le feed forward, toujours le point de départ, ce sont les propriorécepteurs au niveau du ligament croisé antérieur. On aura une commande centrale qui va entraîner une raideur musculaire qui participera à la stabilité du genou. Si euh, on veut donner par exemple un exemple de ce phénomène de feed forward ou bien le phénomène d'anticipation, on donne l'exemple que lorsqu'on marche par exemple من كنتمشاو على زليج وكيكون فيه الماء ولا من كنتمشاو sur une pelouse par exemple glacée بحال اللي كيلعبوا فيها par exemple الهوكي وانت كتكون عارف بلي راك غادي تزلق. Donc tu remarqueras une contraction involontaire نتاع les muscles de membre inférieur, une marche à très petits pas, tout cela pour euh, éviter une chute. Et donc, cet exemple, il est presque le même pour le ligament croisé antérieur. Donc, arrivons maintenant au niveau des mécanismes lésionnels. Donc, le ligament croisé antérieur, il peut être lésé d'une manière qui est isolée ou bien associée, par exemple, à une lésion méniscale, à une lésion du structure latéraux, notamment le ligament croisé, plutôt le ligament collatéral médial. Parfois, on trouve une double lésion du pivot central, le ligament croisé antérieur avec le ligament croisé postérieur. Parfois, on aura une luxation de genou avec une pontade, donc c'est-à-dire les lésions des ligaments croisés, les lésions des ligaments latéraux, les lésions des ménisques, ainsi que les lésions des pointes d'angle. Donc principalement le mécanisme de lésion le plus fréquent, on décrit deux mécanismes. Première, c'est le flexion valgus rotation externe. Donc comme cet exemple-là, ça c'est un joueur du Real Madrid, c'est José Rodriguez. Vous pouvez remarquer ici un valgus de genou avec une rotation externe ici du pied, avec une flexion. Et donc, ceci va entraîner une rupture du LCA. Deuxième mécanisme, c'est un mécanisme de flexion varus rotation interne, c'est-à-dire que tout avait l'inverse. On aura aussi un mécanisme, c'est un mécanisme de hyperextension. On a dit que le ligament croisé antérieur joue un rôle par son faisceau postérolatéral dans le contrôle de récurvatum. Et pour cela, on a déjà dit que une hyperextension qui est forcée
peut entraîner une rupture du LCA, ça c'est un joueur du Real Madrid, c'est Dani Carvajal. Vous pouvez remarquer ici une hyper extension forcée. Donc, on a ici un blocage du fémur avec passage du tibia en avant. Donc, ceci l'a entraîné pour ce joueur une rupture du ligament croisé antérieur. Donc, arrivons maintenant à une partie très très importante. Donc d'abord كنشوفوا que le sport féminin et surtout le football féminin راه زايد وكينتشر وهذا الشيء في العالم كامل وفي toutes les types de football par exemple que ce soit في كرة القدم داخل الصالات ou bien كرة القدم الشاطئية ou bien كرة القدم العادية. Donc euh, pour les femmes, des études épidémiologiques, ils ont constaté que la rupture du ligament croisé antérieur, il est 2 à 8 fois plus supérieur que chez l'homme. Et ceci est dû de 1 à des facteurs anatomiques ainsi que biomécaniques, ainsi que des facteurs qui sont hormonaux. Donc pour les facteurs anatomiques et biomécaniques, on a déjà parlé sur l'échancrure intercondylienne. On a dit que les femmes décrivent une échancrure intercondylienne qui est plus étroite. Et de plus, le LCA il est plus petit et moins rigide chez la femme. Donc, dans certains mouvements, par exemple, l'atterrissage après un saut ou bien un changement de position, le ligament croisé antérieur peuvent être pincés dans cette échancrure intercondylienne et donc ils peuvent être lésés tout simplement. Deuxième facteur biomécanique, c'est que les femmes, ils ont de nature un bassin qui est large. Donc, qui dit un bassin qui est large, dit un angle Q qui est plus grand. Donc, vous pouvez regarder ici au niveau de ces deux photos. Ici, l'angle 12, c'est l'angle Q chez l'homme. Et ici, l'angle 16, c'est l'angle Q chez la femme. Donc, l'angle Q, c'est un angle qui est formé entre deux lignes qui sont imaginaires. La première ligne passe à partir du lépine iliaque antéro-supérieur normalement jusqu'au centre de la rotule. La deuxième ligne, il prend départ du centre de la rotule, il descend le long de la tuberosité tibiale antérieure de tibia. Donc, qui dit un angle Q qui est élevé chez la femme, dit que la femme, il a un valgus du genou plus prononcé que chez l'homme. Et donc, qui dit un valgus qui est plus prononcé, dit que le ligament croisé antérieur, il est exposé à des tensions qui sont chroniques, plus que chez l'homme. Le troisième facteur biomécanique, bien sûr, c'est la dominance du muscle quadriceps pour la stabilisation du genou. Contrairement à l'homme, lorsqu'il fait des mouvements tels que les changements de position, atterrissage après un saut, donc ce sont les ischio-jambiers qui prend la responsabilité pour stabiliser le genou, alors que chez la femme, non, c'est le muscle quadriceps. Donc, parfois, la femme peut avoir un déséquilibre musculaire entre le quadriceps ainsi que les ischio-jambiers. Le quadriceps, il va faire une contraction qui est brusque avec une translation antérieure qui est brusque et donc une rupture du ligament croisé antérieur. Donc, la deuxième chose, ce sont des facteurs qui sont hormonaux. Donc, on parle d'une vulnérabilité de ligament lors du période de cycle menstruel, ce qui peut exposer la femme à une rupture de ligament croisé antérieur. Parce que à ce moment-là, il est plus vulnérable parce que certains hormones sexuelles ils vont influencer
la raideur ainsi que la laxité ligamentaire, surtout pendant la phase pré-ovulatoire et ovulatoire. Donc arrivons maintenant au diagnostic. On ne va pas détailler le diagnostic, il faut juste garder à l'esprit qu'il y en a deux cas de figure, une rupture totale du SCA versus une rupture partielle du SCA. Lors d'une rupture totale de SCA, on a deux tests qui sont pathognomoniques, c'est le tiroir antérieur à 20 degrés de flexion, ainsi que c'est le jerk test ou bien le ressaut rotatoire. Comment on fait le jerk test ou bien le ressaut rotatoire? Donc, c'est un ressaut qui est ressenti lors des mouvements de valgus, flexion, ainsi que rotation externe du pied. Lors du passage du flexion à l'extension, on perçoit un ressaut. Donc, ces deux tests sont pathognomoniques pour la rupture totale de SCA. La rupture partielle du SCA, il faut savoir que la rupture du faisceau antéromédial est plus fréquente que celle de ligament ou bien de faisceau postérolatéral. Et ça, c'est déjà expliqué biomécaniquement. Pourquoi? Parce que concernant le faisceau postérolatéral, on a dit que c'est un faisceau qui a des pics de tension lors de l'hyperflexion ainsi que lors de l'hyperextension, alors que entre l'hyperflexion et l'hyperextension, la tension est minime, contrairement au faisceau antéromédial qui est toujours tendu dans toute la course angulaire de genou. Donc, lorsqu'une rupture partielle du SCA, le tiroir il est moins net, ainsi que l'absence de ressaut rotatoire, c'est-à-dire que le jerk test, parfois, on le trouve négatif. Concernant le diagnostic radiologique, on peut bien sûr faire une radiographie qui peut parfois objectiver une fraction de seconde. L'IRM, pardon, concernant la radiographie, on a dit qu'il peut objectiver une fracture de seconde. Il peut aussi éliminer les diagnostics différentiels. Concernant l'échographie, parfois, tu peux trouver un épanchement. Tu peux trouver, par exemple, dans le cas d'une lésion qui est associée, par exemple, une lésion des ménisques, une lésion des ligaments latéraux. Et donc, c'est l'IRM de genou qui permet principalement de faire le diagnostic. Et parfois, c'est l'arthroscopie de genou qui pose le diagnostic. Donc, arrivons maintenant à la partie du traitement. Le traitement peut être conservateur ainsi qu'il peut être chirurgical. Donc certaines études dans la littérature parlent de la possibilité de la cicatrisation du ligament croisé antérieur après sa rupture. On a par exemple ici cette étude de Bodo qui a fait cette étude sur environ 300 cas de rupture de SCA. Donc il a trouvé que 50 patients ils ont arrivé à avoir une cicatrisation du LCA. Et donc, ceci pose la question, est-ce que chaque fois qu'on aura une rupture de LCA, le traitement ça sera chirurgical ou bien on peut opter par un traitement conservateur ou bien fonctionnel. Donc, l'efficacité du traitement non chirurgical, il était toujours l'objet d'un débat. Et donc, elle est proposée aux personnes qui sont surtout âgées et moins actives, et il inclut une thérapie précoce, une rééducation précoce, une attelle au début, ainsi que la modification des activités. C'est-à-dire, un patient par exemple qui a l'habitude de jouer des matchs de foot pour s'amuser, il doit arrêter. On a ici ces deux études. Une qui est ancienne, c'est cette étude-là de Chicotti, non opérative
traitement des ruptures du ligament croisé antérieur. Et on a ici une étude qui est plus récente. Et les résultats, ils sont presque pareils. Donc ces deux résultats, ils ont trouvé que pour les patients qui étaient traités par un traitement conservateur, et ce sont surtout des patients qui sont âgés, ils ont plus de 40 ans, donc environ 80% de ces patients donc les résultats ils étaient très satisfaits de ce traitement là. Donc arrivons maintenant à la rééducation préopératoire. Donc plusieurs études dans la littérature suggèrent que la rééducation préopératoire, c'est pas péropératoire mais c'est la rééducation préopératoire, apporte un bénéfice aux résultats subjectifs et objectifs de ces patients. Et on a ici par exemple la plus grande revue systématique à ce jour-là. C'était une étude qui a été menée en 2017 sur environ 450 patients ayant un programme de rééducation préopératoire versus des patients qui n'ont pas un protocole de rééducation préopératoire. Donc, ils ont constaté un avantage chez le groupe qui a déjà fait la rééducation avant l'opération. Donc, ils ont trouvé une amélioration de la force du genou, ainsi une préparation mentale avant l'opération, ainsi qu'une plus grande probabilité de reprendre le sport d'avant la blessure.